Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 12 mars 2025. Dans les informations de ce jour, parlant météo pour commencer. Le cyclone Jude atterrira entre Murumbe et Saint-Augustin vendredi prochain selon les prévisions du service météorologique. Il aura la puissance d'une tempête tropicale modérée selon toujours les informations dans ce reportage de Saint-Jessena Mireille. Jude évolue encore dans le canal de Mozambique jusqu'à maintenant. À 9 h du matin, son centre était à 130 km au nord-ouest de Murumbe. Il apporte un vent de 45 km/h avec des rafales de 55 km/h. Il n'a pas beaucoup bougé durant les 6 dernières heures. Il reviendra dans le canal de Mozambique ce soir ou demain. Selon les prévisions, il atterrira entre Murumbe et Saint-Augustin ce vendredi 14 mars 2025 après-midi avec une puissance de tempête tropicale modérée apportant des vents de 80 km/h. Ainsi, la population dans les régions et districts suivants doivent se préparer à appliquer les mesures liées à une alerte de couleur verte. Antimonjefan, Anjoy, Anos, Murndav, Mans, Yus, Yakur, Befutak, Midungatim et Vangenjan. Les activités en mer entre Bessalimp et Tolagnar sont à éviter à partir de demain matin, selon les informations émanant du service de prévision météorologique. Dans un tout autre sujet, parlant de l'aéroport international d'Ivat, qui a été classé par la CI World meilleur aéroport en Afrique dans le classement de ceux qui accueillent moins de 20 millions de passagers. L'aéroport international d'Ivat a déjà obtenu ce titre l'année dernière. Reportage de Saint-Jessena Mireille toujours. L'aéroport international d'Ivat a été classé meilleur aéroport en Afrique par les passagers sur le classement des aéroports accueillant moins de 20 millions de passagers. L'aéroport international d'Ivat a obtenu ce titre par l'Airports Council International ou ACA World 2 années consécutives. L'obtention de ce titre en 2 ans successifs est le fruit des efforts déployés pour satisfaire les passagers, mais aussi des efforts fournis pour améliorer l'image de l'aéroport international d'Ivat. C'est le portail de Madagascar en Afrique et à travers le monde. Ainsi, Ravnal Airports, qui gère l'aéroport, se dit toujours prêt à améliorer la qualité et l'offre pour tous les passagers. Page sociale, l'appel à projet du dispositif TAD-DAG dans le cadre du projet TAD du ministère des Affaires étrangères et Expertise France a été lancé officiellement aujourd'hui. Le projet TAD-DAG est un dispositif de financement et d'accompagnement de 30 projets de développement local, lesquels seront concoctés par les organisations de la société civile et de la diaspora pour un impact social et économique au niveau des communes. Reportage sur les images de Zahra Jones. La diaspora malagasy a pour rôle de contribuer au développement du pays. Et cela fait plus de 10 ans que le ministère des Affaires étrangères malagasy a mis en place une direction pour les orienter et les appuyer dans cette démarche. Il existe entre autres le programme TAD ou Tanturkawan Diaspora qui vise à mobiliser la diaspora malagasy partout dans le monde au développement de sa localité d'origine et du pays. À travers ce programme, un dispositif appelé TAD-DAG a été mis en œuvre pour appuyer des projets de développement local portés par des organisations de la société civile en partenariat avec les membres de la diaspora au niveau d'une ou de plusieurs communes. Le dispositif TAD-DAG est actuellement dans la phase d'appel à projet. Les organisations de la société civile et la diaspora qui sont intéressées doivent soumettre leurs projets dans un délai de 45 jours. Les organisations de la société civile qui veulent se présenter doivent avoir au moins 3 ans d'activité et la diaspora doivent avoir habité à l'étranger au moins 6 mois. L'Expertise France a pour rôle l'appui technique et la gestion de fonds dans ce projet. Dans le cadre d'un projet de coopération technique comme celui de TAD, Expertise France a donc pour mission de conseiller, d'accompagner et de travailler main dans la main avec l'institution partenaire, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères malgaches, à travers sa direction de la diaspora et des questions migratoires. Le renforcement des capacités qui passe par la transmission des savoirs et des savoir-faire, ainsi que par l'accompagnement du changement, est au cœur de notre activité de coopération technique. L'agence propose pour ce faire une gamme de modalités complémentaires qui vont du conseil méthodologique à la fourniture de biens, de services et de travaux, en passant par la mise en réseau avec différents acteurs. Cela permet ainsi de répondre aussi bien à des besoins de court terme qu'à des accompagnements long terme. En parallèle de la mise en œuvre des projets, Expertise France assure aussi leur suivi.
L'agence gère les aspects administratifs et financiers, elle est garante de la bonne gestion des fonds publics, elle assure un suivi et évaluation de qualité des activités, qui est un volet essentiel pour juger l'efficacité de nos interventions. 30 projets seront appuyés avec une enveloppe de fonds de 650 000 € ou 3 250 millions d'ariars. Ces projets doivent avoir un impact direct pendant 1 an au niveau des communes, selon les explications, mais également un impact social. Avec une enveloppe de 650 000 €, TAD contribue à la réduction de la pauvreté à travers la mobilisation des membres des associations et des entreprises de la diaspora malagasy et des organisations de la société civile pour des initiatives concrètes et porteuses d'impact au niveau communautaire. Les domaines d'intervention de ces 30 projets touchent divers secteurs cruciaux pour le développement de Madagascar, tels l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'inclusion sociale et le genre, la mobilité et les infrastructures, l'innovation technologique et toute autre thématique de développement local. Le ministère des Affaires étrangères est le maître d'œuvre de ce projet TAD qui accompagne également les OSC dans leur relation avec la diaspora s'ils n'ont pas encore de contact. Le lancement officiel de l'appel à projet du dispositif TAD s'est tenu ce matin à Souarane. Et chaque 12 mars, la Turquie commémore l'adoption officielle de son hymne national par la Grande Assemblée nationale de Turquie. Cette commémoration permet au peuple turc de regarder vers l'avenir avec espoir et courage selon les explications. Cet état d'esprit sera également transmis aux élèves de l'école de la Fondation Maarif, financée par l'ambassade de la Turquie à Madagascar, raison pour laquelle l'école a également commémoré cette journée d'aujourd'hui. Une commémoration à laquelle a assisté l'ambassadeur de la Turquie à Madagascar et divers responsables de la commune de Telatamat, ainsi que des parents d'élèves. Reportage signé Obrasa Manan et Anzara Znarvil. En pleine guerre d'indépendance, la Turquie cherchait un hymne capable d'unir la nation et de renforcer son esprit de résistance. Et le 12 mars 1921, après le long débat à la Grande Assemblée nationale, l'Istiklal Marchi a officiellement été adopté comme hymne national. C'est plus qu'un hymne national, en effet, il est un appel à la résistance, à l'espoir et à l'honneur. Ces paroles expriment la liberté et la souveraineté tout en soulignant la force du peuple turc et sa foi inébranlable. L'Istiklal Marchi est un témoignage vivant du courage et de la détermination du peuple turc. Récité dans les écoles, chanté dans les stades et honoré dans un musée dédié à son auteur, il demeure un élément fondateur de l'identité nationale. Il est plus qu'un chant officiel et il est enseigné dans toutes les écoles où les élèves le récitent avec ferveur lors des cérémonies du lundi matin et du vendredi après-midi. Dans ce cadre, l'esprit de la commémoration de cette journée du 12 mars sera également transmis aux élèves de l'école de la Fondation Maarif, financée par l'ambassade de la Turquie à Madagascar. D'où l'importance de cette commémoration d'aujourd'hui, d'après l'ambassadeur de la Turquie à Madagascar. C'est une journée effectivement très importante, vu son passé historique. Chaque année, j'ai le plaisir, l'honneur de pouvoir venir à l'école Maarif pour assister à cet événement organisé par l'administration de l'école, aussi avec la participation des enfants. C'est une journée qui marque, si vous voulez, en quelque sorte, la naissance de la République de la Turquie. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est effondré et une nouvelle république est née de ses cendres suite à des batailles où beaucoup de sang ont été versés. Donc c'est très fort en symbole, c'est très fort en importance historique. Et je remercie beaucoup l'école Maarif pour organiser cet événement chaque année. C'est un grand honneur pour moi d'y assister à chaque fois. Et je comprends et je vois aussi l'importance de l'hymne national malagasy qui s'est un peu développé dans le même genre d'esprit, dans le même esprit. Aussi pour l'indépendance, 1960. Elle est enseignée, l'importance est enseignée aux élèves, parce qu'on ne peut pas parler de la Turquie moderne actuellement sans passer par Çanakkale, ce n'est pas possible.
L'ambassadeur de la Turquie à Madagascar et divers responsables de la commune de Talatamat ont assisté à cette commémoration d'aujourd'hui. Dans la page culturelle de ce soir, Madagascar participera à la compétition internationale Tri-East Battle qui se tiendra en France en juin prochain. Un homme et une femme champions du concours Mada Tri-East Battle qui se tiendra à Madagascar à partir de demain représenteront le pays lors de cet événement. Reportage signé Rotsistel Rakout-Malal et Yves Janel. Le krump est une danse née à Los Angeles en 2000, permettant d'exprimer ses émotions à travers le mouvement. Il a été créé par Thomas Johnson. Ce style a commencé à se développer à Madagascar en 2011 et s'est depuis largement répandu dans plusieurs régions du pays. De nombreux clubs malgaches ont vu le jour. Les organisateurs du Mada Tri-East Battle enverront cette année des représentants malgaches à l'International Tri-East Battle qui se déroulera en France en juin. Après une sélection régionale, la finale nationale se tiendra à Madzang à partir de demain. Au programme avec Lims qui est ici présent, qui sera également jury sur l'événement, Ghost qui est aussi une personnalité éminente du milieu krump, et nous allons avoir une grande journée le 15 animée par les battles, forcément parce que c'est pour ça qu'on est là, mais on aura également des intervenants tels que D-Joy et Fabs Brands qui seront là pour animer l'événement, pour faire de ce moment un moment festif, et Ashman qui sera le DJ. En plus de la compétition, des sessions de formation au krump seront organisées à Madzang durant l'événement. Environ 36 danseurs participeront à cette Mada Tri-East Battle. Et dans la page sportive de ce soir, 26 joueurs composent actuellement l'équipe nationale malagasy de football, les Barrières de Madagascar, dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires pour la qualification au Mondial 2026. Les matchs se tiendront au Maroc les 19 et 24 mars prochains. Voici la liste de ces joueurs sélectionnés dans ce reportage de Felna Rakotorso. 26 joueurs composent l'équipe nationale malagasy de football, les Barrières de Madagascar, dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminations pour la qualification au Mondial 2026. Voici la liste de ces joueurs sélectionnés. Pour les gardiens de but, Sonny Letton du club AFC Avenir Begen de Luxembourg, Jordan Dupur, Suits Esperance Luxembourg, Azakanirina Rakutu Asmboula de LGCO Plus Madagascar, Adrien Melvin, Tonan Evian de France. Les défenseurs, Thomas Fontaine de FC Chosso France, Luis Domoléan, ENA Italie, Harrison Marcelin de Beitar Jérusalem en Israël, Razou Razafnjabé Armiant de Saint-Denis FC La Réunion, Tony Randiamanapsou de LGCO Plus Madagascar, Morgan Jean-Pierre du US Orléans de France, Tierno Milimono Otelos Atino de Chypre, Mathieu Akapandé de FC Nantes France et Rad Rabemanansou de la S Fanalaming Madagascar. Au centre, il y aura Marcolem Arch, KV Autriche Belgique, Ryan Ravelsan, Young Boys de Suisse, Clément Couturier de FC Villefranche, Tommy Yves de US Orléans de France, Loïc Lapoussin de Saint-Tran Belgique, Indian Armanana Arwasen de Foussa Junior FC Madagascar et Lalena Rafan Mezansou de CFFA Madagascar. Au niveau des attaquants, John Badjo de Sukhothai FC Thaïlande, El Adaji Paris FC France, Arnaud Ranjanantenen de El Gouna FC Égypte, Samuel Noiro Doria de UA Guingamp France, Ziv Rakoutoir Malal de Ratchaburi FC Thaïlande, Hakim Abdallah FC Dynamo Bucarest en Roumanie,
Warren Caddy du Stade Lausanne en Suisse, Touki Olivier Ranjetsferena Saint-Paul-La Réunion, Bertrand Dorian Saint-Denis-La Réunion, Tenji Matania Ranjanardzoun, INPPI SC Égypte, Andrea Carolus, Al-Rawad SC d'Arabie Saoudite et Lamine Joao de Jablonec, Tchécoslovaquie et le joueur remplaçant. Il est à rappeler que le 19 mars 2025, les Barrières rencontreront la sélection centrafricaine au stade de Zaouli à Casablanca vers 16h heure locale. Le 24 mars, l'équipe nationale malagasy affrontera le Ghana au stade El Soyema à 19h heure locale. Dans les actualités internationales de ce soir, la Russie a indiqué mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'elle attendait une confirmation officielle de Washington concernant sa proposition de cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine acceptée par Kiev après plus de 3 ans de conflit à la suite d'une rencontre diplomatique américano-ukrainienne à Jeddah en Arabie Saoudite. France 24. En Europe, la nouvelle a été accueillie avec optimisme. Les dirigeants européens soutiennent via les réseaux sociaux l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours proposé par Kiev et Washington. Emmanuel Macron se félicite ainsi des avancées faites à Jeddah sur le sujet. La balle est clairement dans le camp de la Russie. La France et ses partenaires restent engagés pour une paix solide et durable qui soit adossée à des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. Autre fervent supporter de l'Ukraine, le Premier ministre polonais Donald Tusk soutient aussi le plan, saluant un pas important vers la paix. Un message aussi relayé par la Commission européenne. Sa présidente Ursula von der Leyen a exprimé un optimisme prudent sur un cessez-le-feu et presse Moscou d'accepter l'accord. C'est une évolution positive qui peut constituer un pas vers une paix globale, juste et durable pour l'Ukraine. La balle est désormais dans le camp de la Russie. L'UE est prête à jouer pleinement son rôle. Tous les regards sont à présent tournés vers Moscou. Les autorités américaines devraient soumettre le texte à la Russie dans les prochains jours. Et Donald Trump a une nouvelle fois déconcerté les marchés hier à coups d'annonces contradictoires sur le Canada. Sa cible commerciale et diplomatique privilégiée à la veille de l'entrée en vigueur de droits de douane généralisés sur les importations d'acier et d'aluminium. Mardi, il a soufflé le chaud et le froid en menaçant de doubler à 50% les droits de douane prévus sur l'acier et l'aluminium canadien, puis en y renonçant quelques heures plus tard. France 24. Entre les États-Unis et le Canada, une guerre commerciale qui connaît des rebondissements presque quotidiens. Ce mercredi marque l'entrée en vigueur d'une hausse de 25% des droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. L'Union européenne et la Chine sont aussi concernées. Mais la surtaxe aurait pu être double pour le voisin canadien. Mardi, Donald Trump a menacé de passer ses droits de douane à 50% avant de faire marche arrière. Allez-vous revenir sur votre décision concernant les taxes envers le Canada? Probablement oui. Un revirement suite au retrait par la province canadienne de l'Ontario d'une surtaxe de 25% sur l'électricité exportée vers 3 États américains. J'ai eu l'opportunité de parler au secrétaire au commerce, Howard Lutnick, qui a fait un pas vers nous afin de calmer les choses et de pouvoir se rencontrer le plus vite possible. Au lieu d'attendre le 2 avril avec une éventuelle escalade des menaces, j'ai accepté de suspendre temporairement la hausse des taxes. Le dirigeant de l'Ontario et le secrétaire américain au commerce doivent se rencontrer ce jeudi pour apaiser ces tensions. Mais malgré ces différents volte-face, Donald Trump se montre toujours autant à l'offensive à propos du Canada et poursuit ses volontés expansionnistes. Ce serait super que le Canada devienne notre 51e État chéri. Ainsi, les gens là-bas paieraient moins de taxes. Et d'ailleurs, quand on regarde la frontière, cette ligne artificielle, on dirait qu'elle a été tracée à la règle. Et si en plus du Canada, on ajoute le Groenland, alors ce serait magnifique. Les tensions avec les États-Unis seront sans aucun doute l'un des dossiers prioritaires du futur Premier ministre canadien, Mark Carney, qui doit bientôt entrer en fonction.
Et en Groenland, le parti de centre-droit démocrate, jusque-là dans l'opposition, a remporté les élections législatives avec 29,9% des suffrages devant le parti nationaliste partisan d'une indépendance rapide du territoire autonome danois, d'après les résultats officiels publiés aujourd'hui. France 24. Annonce des résultats, les électeurs du parti centre-droite démocratique laissent exploser leur joie. Avec 29,9% des suffrages, ce parti, autrefois dans l'opposition, prône une transition lente vers l'indépendance du Groenland et multiplie par 3 son score datant des dernières élections. Absolument, je pense que c'est un résultat historique dans l'histoire politique du Groenland. Juste derrière eux, avec 24,5% des voix, le parti nationaliste Naleraq, qui réclame lui aussi que les liens avec le Danemark soient rompus, mais de manière plus franche et surtout plus rapide. Les partis de la coalition jusqu'alors au pouvoir enregistrent un net recul et se placent en 3e et 4e position du scrutin. Il leur faudra désormais former une nouvelle alliance gouvernementale et commencer à travailler sur un calendrier très attendu par les 57 000 habitants du Groenland, celui menant à leur indépendance. Les gens veulent du changement, donc quel que soit le type de gouvernement qui sera créé demain, j'espère solennellement que ce sera pour le mieux et pour le changement que les gens veulent voir. Signe d'un effet Trump, la file d'attente du seul bureau de vote de l'île, ici à Nuuk, n'a cessé de s'allonger d'heure en heure, preuve d'une participation hors norme, estimée à plus de 70% en fin de journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Très bonne suite de programme sur Viva. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Straight Back. Sur ce, très bonne soirée à tous. Au revoir.